Salut mes amis, c'est Pavel et le projet Mind Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est le dimanche et comme tous les dimanches, malgré tout, nous sommes ensemble pour notre traditionnel café de dimanche pour faire notre point traditionnel économique pour parler de la bourse, de ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc je suis toujours dans le nouveau chez moi, donc dans le sud de la France. Donc là je suis toujours avec un déménagement en cours. Malheureusement je n'ai pas encore tous les moyens techniques pour enregistrer les vidéos, mais ça va beaucoup mieux aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de Mistral, donc ça ne sera pas une vidéo horrible comme la semaine dernière. Donc je suis désolé encore une fois pour la dernière fois, mais bon, ce sont des contraintes que j'ai malheureusement dû accepter suite au déménagement. Voilà. D'ailleurs, derrière Yuka, vous vous souvenez, pour ceux qui sont anciens, pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment, c'est le Yuka qui est déménagé avec moi dans le sud. Depuis la Haute-Savoie, maintenant, il est en plein air, il est à l'extérieur, donc ça fait super sympa. Donc, vous voyez, si vous reconnaissez mes vidéos que j'ai enregistrées depuis la Haute-Savoie, donc là, maintenant, voilà, c'est toujours un peu la même ambiance que je essaye de préserver. Voilà, j'espère que vous avez passé la bonne semaine. Donc pour le trading, c'était relativement simple. C'était une semaine plutôt positive parce que les marchés ont rebondi. Donc ça a cassé un peu le modèle technique que je vous ai présenté les derniers mois, donc qui marchait assez bien pendant plus d'un mois, bon, pendant 4-5 semaines, c'est déjà pas mal. Maintenant, il est en train d'être challengé, ce modèle, parce qu'on est sorti au-dessus du canal, on a fermé la semaine au-dessus, donc c'est un signal quand même fort de retournement. Pourquoi je reste quand même assez vigilant par rapport à ce rebond? Tout simplement parce que pour moi, il n'y a pas de fondamentaux suffisamment forts pour justifier ce rebond technique. Et c'est pour ça que je l'appelle rebond technique, parce que fondamentalement, je ne vois pas pourquoi les marchés devraient rebondir dans les conditions actuelles. Dans tous les cas, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que bon, si vous êtes long, ça fait du bien pour votre portefeuille de bourse. Pour le mien, c'était relativement bien. Donc c'était une semaine positive, bien évidemment, mais mon scénario, comme je vous ai déjà présenté dans les précédentes vidéos, c'était de encaisser mes protections parce que j'avais des options put que j'ai présentées dans le Club Option Invest que vous pouvez rejoindre suivant le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Et donc ça, c'était les shorts que j'avais pour la correction que nous avons vécue depuis le début de la guerre en Ukraine, grosso modo depuis le début de l'année 2022, qui pour le moment reste toujours et encore assez difficile pour les marchés. Et donc moi j'espérais de fermer ces positions short vers les niveaux 3600, 3700 sur le S&P 500, mais on n'a malheureusement pas atteint ces niveaux-là, et donc là je repars à la hausse. Et vu que ce sont des options qui ont une maturité, qui expire en 17 juin pour moi, donc pour moi malheureusement je ne vais pas visiblement, bon, hors la chute des marchés de la semaine prochaine, je ne pourrai pas encaisser malheureusement ces protections et ils vont expirer sans valeur. Donc là, bon, c'est tant pis. Donc ça c'est toujours des assurances. Donc on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre. Mais bon, en tout cas, pour mon portefeuille qui reste largement rempli des actions, c'est quand même plutôt une semaine positive parce que j'ai une position longue qui est largement supérieure à mes shorts que j'avais quand même dans le portefeuille. Mais pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce que je vous présente aussi mon état d'esprit dans lequel j'ai investi. Je suis relativement convaincu que les positions longues que j'ai dans mon portefeuille, je fais confiance. Je veux rester avec ces positions et quelque part, j'espérais que le marché continue à baisser pour que ma stratégie, on va dire de plus court terme que ma stratégie en action, se réalise. Donc, et ma stratégie de court terme, c'était shorter les marchés pendant cette correction boursière. Donc voilà, mais qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Des événements importants. Donc, j'ai pu rater certaines choses parce que, encore une fois, comprenez-moi bien que le déménagement, c'est une affaire personnelle. Donc, vous allez voir, ça va contribuer positivement à terme dans le futur de la chaîne Mind de Cash parce que je vais pouvoir faire des vidéos beaucoup plus complexes, faire des lives. Parce que pour des raisons que je ne peux pas expliquer ici, dans la Haute-Savoie, j'avais pas un bon internet. Bon, c'est parce que bon, j'étais dans une zone touristique plus ou moins. Bref, c'est compliqué et ça ne concerne pas nécessairement le sujet de la chaîne. Maintenant, je vais pouvoir avoir l'accès à l'internet bien plus rapide et je vais commencer à faire des lives. Et je pense que notre communauté est suffisamment déjà grande pour que ça commence à être assez intéressant, pour qu'on puisse vraiment tous bénéficier de ces lives que je vais faire. Et voilà, et donc ma stratégie reste la même, donc je ne change pas, je continue à choisir les actions que moi je trouve intéressantes. Ce sont des actions en partie value, en grande partie value. Je suis très exposé sur le secteur de la défense qui offre, selon moi, encore une fois, la plus large visibilité dans le contexte actuel. Et en plus, Joe Biden qui a décidé finalement de fournir encore plus des armes à l'Ukraine
ils sont en train de revoir, ça c'est l'information de Bloomberg, complètement leur stratégie de sécurité nationale. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les dépenses du Pentagone vont être augmentées. Cela veut dire qu'il y aura un re-armement de beaucoup de pays des membres de l'OTAN, ça c'est sûr, mais pas que, mais les clients aussi des compagnies de militaires américaines. Il y a aussi un autre phénomène auquel nous ne pensons pas forcément, c'est que tous les pays, bon je ne veux pas dire les pays de tiers-monde, mais les pays on va dire qui sont anti-américains, donc qui utilisaient traditionnellement les armes russes ou soviétiques, bon, parce que souvent les armes russes, ce sont des variations des armes ex-soviétiques, ils vont se poser la question sur la fiabilité de ces armes parce que quand même l'armée russe s'est présentée de manière très naze en fait en Ukraine et en fait il essaie de montrer complètement en dessous technologiquement parlant en fait largement moins performante que les armées occidentales et même l'armée ukrainienne qui était largement équipée par les États-Unis. Donc c'est pour ça que les pays qui étaient clients traditionnellement de la Russie vont commencer à se poser des questions. Ils peuvent se retourner vers l'armement américain. Parce que quelque part, ça devient un seul pays qui produit des armes contemporaines, les armes qui sont, on va dire, en ligne avec l'époque. Et donc du coup, je pense que l'avenir pour les sociétés militaires qui produisent l'armement est quasiment certain. Bon, c'est très rare que je dise ça, parce que généralement, on a toujours des risques, mais quand vous regardez les valorisations des entreprises comme Lockheed Martin, comme Raytheon Technologies ou General Dynamics, Boeing aussi, Boeing c'est un dossier complexe, mais ça fait partie quand même du secteur militaire en grande partie. Et il n'y a pas que. Je vais faire une vidéo à part sur le secteur des armements, parce que moi je trouve qu'il est assez particulier en ce moment et il mérite d'une attention particulière des investisseurs. Et donc ces entreprises, elles ne sont pas valorisées si cher que ça. Donc là, quand on parle de ces entreprises, ce sont des PER autour de 25-35, donc c'est tout à fait normal pour les entreprises qui offrent une telle visibilité. Après, je ne veux pas rentrer encore une fois dans les sujets éthiques, parce que bon, on en parle beaucoup dans le Telegram. Pourquoi est-ce que c'est éthique, c'est pas éthique? Avant, je ne le trouvais pas éthique, avant la guerre en Ukraine. Maintenant, je le trouve éthique, mais ce n'est pas encore une fois le sujet de la chaîne Mind de Cash. Bon, si pour vous, ce n'est pas acceptable d'investir dans ces valeurs-là, dans ce cas-là, vous pouvez tourner la page et aller vers d'autres entreprises. Donc il y a beaucoup de choix, surtout actuellement quand les marchés ont baissé. Vous avez des valorisations intéressantes dans d'autres secteurs si celui-ci ne vous convient pas. Il y a un autre phénomène événement important de cette semaine, c'était les nouvelles sanctions qui ont été votées par l'Union européenne contre la Russie, qui vont mettre plus de restrictions sur le pétrole. Je vais juste vous apporter quelques précisions, c'est que ce n'est pas l'embargo total contre la Russie, c'est l'embargo sur tout le pétrole qui est exporté via les navires. Donc tout ce qui est pipeline, en fait, tout ce qui est gazoduc, pétroleduc, je ne sais plus comment dire ça, il continue à fonctionner. Et notamment, pourquoi il continue, c'est surtout la pression de la part de la Hongrie. C'est avec le gouvernement de l'extrême droite, et l'extrême droite européenne s'était toujours traditionnellement tournée vers Vladimir Poutine. Et donc, surtout la Hongrie qui prend une position, peut-être le seul pays aujourd'hui qui prend la position très pro-russe. Et donc voilà, eux, ils bloquent quelque part un embargo total, et donc du coup, les pipelines continuent à fonctionner et à alimenter en dollars le régime de Vladimir Poutine. Pourquoi j'en parle de ça? Parce que les prix de pétrole vont encore augmenter. Si les prix de pétrole vont augmenter, pourquoi les prix de distillates vont augmenter? Tous les produits dérivés de pétrole vont augmenter, donc ce n'est pas que les prix à la pompe. Évidemment, c'est les prix, c'est toute une large palette des prix qui vont augmenter encore et encore, sachant que l'inflation est déjà au plus haut. Au plus haut bon, par rapport à des années précédentes. Donc, ça n'est pas forcément atteindre les sommets qu'ils peuvent atteindre pendant cette crise. On peut déjà, je pense, parler d'une crise inflationniste que nous vivons actuellement. Mais on ne peut pas parler encore que l'inflation atteint le niveau maximal possible. Donc je pense que l'inflation va encore monter, elle va encore faire peur au marché, donc c'est pour ça que je ne pense pas que la crise est terminée. Il y a des chances que je devrais reprendre encore mes protections pour protéger mon gros portefeuille maintenant en action, parce que les turbulences boursières ne sont pas encore terminées pour moi, et l'inflation va durablement faire peur les marchés. Pourtant, les autres dirigeants, des grands dirigeants des pays, notamment Janet Yellen, qui est maintenant ministre de l'économie en fait en gros des États-Unis, elle a annoncé qu'elle pense toujours que l'inflation actuelle elle a une nature
temporaire. Et donc, pourquoi elle dit ça? Parce que tout simplement, que, pour la même raison que moi je vous ai déjà présenté dans mes précédentes vidéos, c'est que cette inflation, il y a une particularité, que sa structure, elle est bien complexe. Elle n'est pas la même que les inflations que nous avons vécues précédemment, mais ça c'était principalement dans le XXe siècle encore, donc ça commence à être vraiment vieux. Voilà, je vous répète, en fait, mon opinion par rapport à cette inflation, c'est tout simplement que c'est vrai que la structure, elle est différente, que déjà, d'un côté, on a des pénuries post-Covid, ensuite, on a les prix de l'énergie suite à la guerre en Ukraine. Donc sous tous ces phénomènes, elle impacte certains produits. On n'a pas une inflation structurelle, encore une fois. Donc ça ne va pas nécessairement dire qu'elle va être de courte durée, mais cela veut dire que la résolution de ce problème de l'inflation, elle n'est pas dans juste remonter les taux. Et remonter les taux, pour moi, encore une fois, ça ne va pas régler le problème de cette inflation, parce que cette inflation, elle est due à des phénomènes bien concrets qu'il faut résoudre. Et déjà, d'ailleurs, on a eu des bonnes nouvelles en fait cette semaine, c'est que l'inflation déjà apparemment commence à s'améliorer. En fait, la situation en termes de pénurie d'approvisionnement commence à régler, parce que les entreprises comme BMW et Daimler, donc ça c'est la marque mère de Mercedes-Benz, ils ont commencé à produire en full production. C'est comme c'est encore une fois l'information du Bloomberg, qui ont dit que maintenant la production elle est revenue à la normale, c'est-à-dire que les pénuries des pièces détachées et donc des semi-conducteurs, de tout ce qui est lié, et les commence à s'améliorer. Donc la situation, déjà, on voit la lumière au bout du tunnel. Donc voilà, ça c'est une information positive. Pour le moment, on n'entend toujours pas parler de la BCE, parce que la BCE n'a toujours pas remonté les taux. Je pense que ça ne va pas tarder, mais quand même, l'écart entre les deux politiques des grandes banques centrales américaines et européennes commence vraiment à s'allonger. Je suis quand même assez étonné, tout simplement parce que quand une des banques centrales monte agressivement les taux, je parle évidemment de la Réserve fédérale, l'autre banque centrale, la BCE, la deuxième plus grande au monde, elle devrait plus ou moins suivre avec un certain délai peut-être, mais là ce délai commence à être vraiment très long. Donc je commence à me poser des questions, est-ce que ça ne va pas créer des phénomènes pervers un petit peu dans l'économie macro internationale, parce que je ne me souviens pas qu'on a vécu une telle on va dire, distorsion entre les deux politiques. C'est vrai qu'en 2018, on a vécu également la hausse des taux aux États-Unis et le statu quo en Europe, mais par contre ça c'était de très courte durée, et la Fed elle a tout de suite revenu en arrière, elle a recommencé à baisser les taux, revenir à zéro et remettre la quantitative easing. Voilà, donc pour moi la situation n'a pas changé tant que ça en fait cette semaine. Donc on a eu une quelque part bonne nouvelle de Mercedes BMW, donc ce qui montre c'est quand même des géants de l'industrie, ceux qui disent qu'ils peuvent revenir déjà à la normale, c'est-à-dire que les chaînes d'approvisionnement commencent à s'améliorer. Donc on n'a toujours pas réglé le problème de guerre en Ukraine, malheureusement ça continue. Alors, par contre là on peut commencer à faire des hypothèses, mais encore une fois je fais tout de suite un disclaimer que moi j'ai déjà fait des hypothèses par rapport à ça et j'avais tort, donc il faut toujours prendre avec des pincettes ce que je dis par rapport à la géopolitique. Je ne suis pas du tout expert dedans, mais Vladimir Poutine est en train de finir à conquérir la région de Lugansk, et il y a aussi une partie de Donetsk qu'il faut récupérer, et après il peut profiter de cette situation pour annoncer une espèce d'une victoire, même si c'est de loin n'est pas la victoire à laquelle il s'attendait. Donc évidemment il s'attendait à prendre toute l'Ukraine et en quelques jours littéralement. Ça n'a pas marché, mais au moins ça lui permettra de sortir de la guerre. Je ne peux pas dire que ça va lui permettre de sauver la face un petit peu, non, ça ne va pas être le cas, mais il va essayer de vendre à sa population ça comme une victoire. Donc c'est une petite espoir, donc j'essaie de m'accrocher, vous savez, à une moindre bonne nouvelle sur ce domaine-là, parce que c'est vrai que ce sujet-là me touche particulièrement, parce que comme vous le savez, je suis d'origine russe, et évidemment j'ai hâte que toute cette histoire se termine, et j'espère que probablement ça va quelque part donner un bouffet d'oxygène dans cette situation-là, et va permettre de repartir en quelque sorte dans des relations internationales plus constructives, même si je ne vois pas comment on peut rétablir les relations économiques avec la Russie. Bon, je suis quasiment persuadé que ça ne va pas être fait, à moins que, bon, ils vont créer des astuces un peu en passant par des pays tierces pour récupérer l'énergie russe, mais dans tous les cas, ça ne sera jamais comme avant. Voilà, ça pour moi c'est évident, le temps que Vladimir Poutine est au pouvoir, et pas que, mais même après, donc il faudra beaucoup d'années pour que la politique russe s'adapte, change de telle façon qu'on pourrait à nouveau faire confiance.
Donc je pense que ça va prendre des années, s'il n'est pas décennies malheureusement. Et donc on va vivre, c'est pour longtemps qu'on va vivre sans l'énergie russe. Donc je ne pense pas que ça va rechuter rapidement. Mais si il y a un espoir de la fin de la guerre en Ukraine, automatiquement, du point de vue purement, on va dire, humeur de marché, les énergies peuvent se corriger à la baisse, donc ça devra encore donner un apaisement sur le front inflationniste. Un autre sujet qui est très important aussi pour les prix d'énergie, c'est le PEP. Après les discussions avec les États-Unis, ils commencent à créer un compromis quelque part entre les Américains et l'Arabie Saoudite. Ils ouvrent les vannes, le PEP+, il ouvre les vannes, il commence à augmenter la production du pétrole et justement ça peut permettre de gérer les prix du pétrole dans le monde entier. En fait, je vais revenir sur ce que je disais depuis le lancement de cette chaîne sur le pétrole. Moi, c'est l'opinion que n'a pas changé beaucoup depuis déjà 3 ans que la chaîne existe. Tout simplement que moi, je pense que les prix des pétroles sont à 100% manipulés. Donc, bon, à 100%, en grande partie manipulés, je veux dire ça plutôt comme ça. Tout simplement parce que le PEP+, c'est en cartel, comme vous le savez, d'ailleurs c'est interdit aux États-Unis, c'est assez drôle. Et c'est un cartel qui fixe plus ou moins les prix, et donc en augmentant ou en diminuant la production. Et donc, tous les prix de pétrole qu'on peut avoir, ce sont des prix artificiels. Et donc, c'est plus les prix du pétrole, c'est une question politique. Et donc, quand il s'agit vraiment de la récession mondiale, personne ne la veut. Bon, à moins que peut-être Vladimir Poutine la veut, je ne sais pas ce qu'il veut. Mais on va dire tous les pays qui sont intéressés dans le développement économique de leur pays ne sont pas intéressés que le pétrole vaut 200, 300, même les pays arabes, en fait, les pays du Golfe. On peut se dire, tiens, pour eux c'est super bien, mais pas forcément, parce que si les prix augmentent, s'ils flambent jusqu'à l'infini, dans ce cas-là, évidemment, ça sera une grosse récession et leurs clients vont avoir besoin moins de pétrole. Donc c'est pas non plus eux. Pour eux, ce n'est pas non plus un paradis d'avoir le prix du baril à 400 $. Et donc pour eux, ce qui les intéresse, c'est d'avoir un équilibre. Donc, et ça, là, ils sont tout à fait rationnel de ce point de vue-là, ils veulent que cet équilibre soit maintenu pour que les prix de pétrole soient maximum élevés pour satisfaire la demande et pour que les autres pays puissent développer. Donc, et ça, cet équilibre, il se situe, selon l'Arabie Saoudite, autour de 80 $ le baril. Donc ça, là, on est largement plus haut. Et je pense que sur ce niveau-là, c'est tout à fait acceptable pour que l'Arabie Saoudite laisse glisser les prix jusqu'à 80, voire 70 $. Et ça, c'est parfaitement pour leurs finances, parfaitement pour tout le monde. Donc pour les clients de l'Arabie Saoudite, pour les pays du Golfe. Et ça, c'est quelque part, c'est là où on situe traditionnellement l'équilibre des prix du pétrole. Et voilà, donc pour moi, c'est aussi un bon signe. Donc cela veut dire que s'il y a un compromis qui a été trouvé entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, dans ce cas-là, on peut espérer que les prix de pétrole au niveau de PEP+, vont être manipulés dans le bon sens. Voilà, cette fois, dans le sens de la baisse. Voilà, est-ce qu'on peut se poser des questions s'il faut garder les valeurs pétrolières dans nos portefeuilles? Moi j'en ai du Total, mais en fait, pour être honnête, c'est la seule que j'ai, donc même si j'ai une assez grosse position. Et bon, c'est une position évidemment qui est très très profitable actuellement. Moi, je me pose la question, pour être honnête, parce que les sociétés pétrolières, comme je disais dans mes précédentes vidéos, elles price le pétrole uniquement l'industrie pétrolière. Par exemple, les compagnies comme BP ou comme Total qui investissent massivement dans les énergies renouvelables, toujours vues par les bourses, par les investisseurs comme les purs players de pétrole. Et donc du coup, elles suivent les cours de pétrole. Et dès qu'on atteint sur Total, par exemple, le niveau de 502 €, donc on a du mal de repartir encore à la hausse, même si le pétrole monte. Donc je pense que pour que Total continue sa hausse, il faut que le pétrole aille vraiment sur des niveaux incroyables, style 140, 150, mais ça c'est un synonyme d'une énorme crise économique, donc approfondissement de cette crise économique que nous vivons déjà. Donc j'ai un petit peu du mal à croire dans le contexte actuel que avec l'accord entre, bon pas l'accord, mais en fait une entente qui a été trouvée visiblement entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, un petit espoir de la fin de la guerre en Ukraine qu'on va aller aussi loin. Donc au pire, on va rester dans ces eaux-là, entre 100 et 120 $. Et je pense qu'on attend quand même le cap qui est pour le prix de l'action totale. Est-ce qu'il faut sortir? Moi, je ne sors pas encore parce que moi, je pense que les prix de pétrole vont quand même rester assez élevés pendant un petit moment. Et Total, ils offrent quand même un énorme dividende. Je pense que c'est une valeur qui est très bien pricée. Et en plus, je trouve que le marché se trompe en grande partie
par rapport à quasiment une valorisation à zéro de leur effort d'investissement dans les énergies renouvelables. Il faut rappeler que Total et BP, ce sont mes deux valeurs préférées, sont des valeurs de secteur pétrolier que moi traditionnellement je n'aime pas trop, mais ce sont des valeurs qui sont super bien gérées et ils savent ce qu'ils font et s'ils veulent, ils peuvent faire une croissance externe, acheter des entreprises, des pure players, des énergies renouvelables et continuer à prospérer dans les années à venir. Donc on peut l'avoir comme une valeur qui peut présenter dans le fond de notre portefeuille. Voilà, donc ça c'est un petit peu ça l'idée que je voulais faire passer. Par contre, il y a un contre-argument par rapport à ce que je viens de dire, c'est que quand même, le business des énergies renouvelables, il est quand même pas mal différent par rapport à le pétrole classique. Donc être expert dans le pétrole classique, comme c'est le cas pour BP et Total, ça ne va pas forcément dire que vous allez être aussi bon expert dans tout ce qui est énergie renouvelable, le solaire, le vent et tout ça. Donc c'est quand même challenging parce que tout simplement, s'ils vont passer aux fusions-acquisitions et racheter les pure players dans les énergies renouvelables, les synergies peuvent être difficilement trouvées et donc l'intégration de ces entreprises au sein du groupe Total Énergie, ça risque d'être assez compliqué. Bon, allez, à voir. Donc là, je ne veux pas rentrer trop en détail, mais il y a quand même ce contre-argument parce que c'est toujours bien de présenter genre le sujet des deux côtés, en fait, le sujet au côté positif, parce que moi je suis plutôt positif sur les actions comme Total et BP, et aussi côté négatif où on pourrait avoir des surprises, des mauvaises surprises, quels sont les risques, où ils se situent. Voilà, donc c'est ça par rapport au secteur énergétique. Voilà, et le petit sujet de cette vidéo, c'est l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Voilà, j'aimerais bien aussi enrichir un petit peu le contenu de cette vidéo de Café de Dimanche par rapport à cette discussion. Beaucoup de personnes, en fait, je vois sur Telegram, auquel d'ailleurs je vous invite à vous inscrire, j'ai oublié de vous dire que inscrivez-vous, mettez des likes, etc. etc. Donc pour moi, ça fait énormément plaisir et ça me motive énormément à faire ces vidéos-là et ça permet pour moi à être visible avec notre chaîne. Et voilà, et ce que je voudrais vous dire, c'est que il y a énormément de discussions par rapport à l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et qu'est-ce que c'est en réalité les valeurs value? Donc ce sont des discussions d'ailleurs assez proches parce que souvent les personnes qui privilégient l'analyse fondamentale, elles privilégie également les entreprises value. J'aimerais bien apporter une petite précision que quand on parle souvent de l'analyse fondamentale, on pense à Warren Buffett. Warren Buffett, c'est vrai que c'est un investisseur qui est connu comme un des gourous de l'analyse fondamentale. Mais il faut bien comprendre qu'il y a deux types d'analyse fondamentale. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours très clair. Pour ceux qui ont lu beaucoup de livres, j'espère que vous faites partie de ces personnes-là, parce que c'est toujours bien de se former avant d'investir, que vous savez peut-être qu'il y avait aussi un investisseur célèbre qui s'appelle Benjamin Graham, qui est plus vieux que déjà, qui n'est pas jeune, Warren Buffett, et qui était un professeur de Warren Buffett qui l'a amené vers le monde de la finance. Et en fait, il était professeur dans l'université où Warren Buffett faisait ses études. Après, Warren Buffett a travaillé chez Benjamin Graham. Et Benjamin Graham, il est connu comme un fondateur de l'école de l'analyse fondamentale. Elle a écrit un célèbre livre qui s'appelle Intelligent Investor. Donc probablement certains d'entre vous ont lu ce livre, je pense que beaucoup même, c'est un livre tellement connu, mais par contre ce livre que je ne trouve pas spécialement utile aujourd'hui parce que ce livre il a été écrit dans les années 40, donc il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis, et c'est là pourquoi j'en parle des deux, parce que souvent nous avons une confusion que Warren Buffett il investit selon la méthodologie de Benjamin Graham, ce qui est faux, ce qui est complètement faux, et ce n'est pas mon avis, c'est vraiment la réalité des choses parce que quand on a rencontré Charles Munger, donc ça c'est l'associé de Warren Buffett. Warren Buffett, il a dit clairement que après rencontrer Charles Munger, mes résultats ont beaucoup augmenté et je n'aurais jamais atteint un tel niveau de richesse sans lui. Qu'est-ce qu'il a apporté Charles Munger? Mais justement, il a apporté ce deuxième volet de l'analyse fondamentale. Pourquoi il y en a deux? Donc le principe de Benjamin Graham, c'est quoi? C'est l'analyse fondamentale quantitative. Et le principe de Charles Munger, c'est l'analyse fondamentale qualitative. C'est quoi la différence? Quantitatif, c'est tout simplement quand vous prenez le bilan de l'entreprise, presque des choses qui sont déjà réalisées, vous calculez la valeur de l'entreprise à partir de son bilan et vous la comparez par rapport à la valeur des marchés. Et donc Benjamin Graham, il parlait souvent des valeurs qu'il appelle nets, donc vous pouvez googler, en fait vous allez trouver ça assez facilement, ce sont des valeurs qui sont cotées en dessous de leur valeur liquide. Donc aujourd'hui, dans notre monde contemporain, c'est quasiment impossible de trouver ce type de valeur.
Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Déjà, je vais vous expliquer comment c'est calculé ce net. En gros, vous prenez l'actif circulant de l'entreprise sur le bilan. Donc, en gros, c'est le cash, en fait, les cash equivalents, etc., etc. Et vous retirez toutes les dettes, y compris les dettes long terme. Donc, c'est un calcul extrêmement restrictif. Je pense que si vous faites un screener comme ça, il n'y a quasiment rien qui va rester, à moins, sauf des valeurs un peu cheloues. Et vous allez trouver les valeurs qui sont cotées. Ici, la valeur que vous obtenez, vous divisez par le nombre d'actions en circulation et vous le comparez par rapport au cours de bourse. Et voilà, donc ici, cette valeur des valeurs liquides sans les dettes, ici elle est supérieure au prix d'action. Dans ce cas-là, c'est une valeur net, comme dit Benjamin Graham, et il y a ce qu'il appelle margin of safety. Donc, ça veut dire que la différence, c'est quelque part que l'argent que vous recevez gratuitement quand vous investissez dans cette entreprise. Ce raisonnement, il est très beau pour être vrai, et il n'est pas vrai justement parce que ça serait trop simple pour être vrai. Tout simplement parce que quand il s'agit de ces valeurs-là, déjà, vous n'allez pas trouver beaucoup parce que dans le monde efficient aujourd'hui, il n'y aura pas des nets. Donc, si vous allez trouver, cela veut dire qu'il y a un gros problème dans l'entreprise et tout simplement, le marché est en train de pricer ce problème en baissant le cours de l'action parce qu'il y a quelque chose qui est connu que vous ne connaissez peut-être pas et tout le monde essaie de se débarrasser de ces actions, quel que soit leur prix, parce qu'ils savent que les prix, en fait, même les actifs liquides qu'ils ont sur le bilan ne sont pas fiables, parce que probablement il y aura une amende qui sera infligée sur l'entreprise, parce qu'il a eu peut-être, je ne sais pas, les comptes truqués, des choses comme ça, et donc, ou des risques d'avoir des fraudes fiscales. Donc tout cela, ça peut être pricé très cher par la bourse et vous pouvez vraiment tomber dans les pièges énormes. Et donc ça, c'est l'analyse quantitative. Donc l'analyse quantitative, c'est de chercher les valeurs qui sont sous-estimées par rapport à leur bilan. Je vais quand même un petit peu, on va dire, généraliser ce principe de Benjamin Graham parce que net, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, ça n'existe quasiment pas. Mais si on prend tout simplement le bilan pur, et même si on tient compte non seulement des actifs circulants, mais aussi des actifs long terme, et même si les actifs intangibles, ce qui est tout à fait logique d'en prendre en compte, surtout pour les entreprises technologiques, ça reste quand même l'analyse quantitative parce que vous prenez les valeurs dans le bilan et vous calculez en quelque sorte la valeur comptable de l'entreprise, vous divisez par le nombre d'actions, et voilà, c'est en gros le prix de votre valeur. Et l'analyse qualitative, c'est quand vous construisez les modèles de développement de futurs cash flow de l'entreprise par rapport au potentiel du secteur, par rapport au potentiel de l'entreprise, par rapport, je sais pas, au projet que l'entreprise est là dans le pipe, etc., etc. Et ça, c'est bien plus fiable. Et c'est cette stratégie-là qu'utilise Warren Buffett. Et donc, cette stratégie, elle est bien plus complexe que la première, parce que la première, n'importe qui connaît un petit peu la compta peut l'implémenter. Mais par contre, la deuxième, il faut vraiment être un investisseur, il faut être un visionnaire, et donc, il faut quand même maîtriser super bien la finance c'est vraiment avoir du vrai cerveau dans la tête, comme Charlie Munger et comme Warren Buffett. Donc c'est très important quand vous vous positionnez comme un investisseur fondamental, comme un investisseur qui utilise ces principes de Warren Buffett et Benjamin Graham, comprendre la différence entre les deux. Donc soit vous investissez comme Benjamin Graham, c'est très différent que d'investir comme Warren Buffett. C'est pas du tout pareil, même si Warren Buffett il est très malin toujours dans ses communications, il essaie de se présenter comme un héritier de la stratégie de Benjamin Graham. C'est pas tout à fait vrai parce qu'il ne ment pas, mais il est malin. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Faites quand même beaucoup attention quand vous vous attribuez une telle école, une telle pensée d'investisseur parce qu'il y a des pièges, il faut vraiment regarder dans le fond des sujets et comprendre quelle est vraiment la stratégie de ces personnes-là. Et juste pour anecdote, c'est que Benjamin Graham, il était beaucoup moins riche que Warren Buffett parce qu'il n'était même pas milliardaire et il n'a pas fait une fortune extraordinaire par rapport aux autres investisseurs connus. Allez, à très bientôt et passez un bon dimanche. Bye bye.